صحة شربتكم الناس الكل مرحبا بكم شكرا لكم اللي قاعدين تتابعوا في اللايف هذايا bienvenue à tous bonsoir à tous et bon week-end bien évidemment toujours les live talk sur Facebook dans cette période de confinement et je suis honoré aujourd'hui de recevoir et oui mon mentor de la Belgique le formateur international le mentor et bien évidemment le sénateur de la Jeune Chambre internationale belge Marc Detienne bienvenue. Mais écoute, je suis tout à fait charmé de pouvoir avoir cette belle soirée avec toi et avec tous les amis qui regardent ce live. C'est vraiment quelque chose de sympa. Et moi aussi, je suis confiné, donc ça me fait une activité différente. Donc, ça rencontre tous les objectifs. Ça tombe pas. Justement, ça tombe bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui nous touche particulièrement parce qu'on se connaît depuis une dizaine d'années et on vit une aventure extraordinaire. Ça passe très vite, Marc, et oui. Ah oui, et depuis... Oui, et depuis 10 ans, en fait, là, on est en relation très particulière entre mentor et disciple. Ça a commencé dans le monde de la formation, mais tu es devenu aussi mon mentor dans la vie. Hein, c'est ça ce qui est magique. C'est pour ça que j'ai choisi, durant ce live, de discuter avec toi, de débattre sur le sujet du mentorat, qui est un sujet d'actualité très important, surtout pour les jeunes qui sont en train de nous regarder en live actuellement, qui peuvent interagir. Donc, je signale que c'est très important d'interagir, de poser des questions, de profiter de l'expérience de Marc Detienne, qui est notre invité aujourd'hui. Et bien évidemment, vous pouvez poser des questions en anglais. We are both English speakers, so we can answer your questions. Alors, Marc, tout d'abord, on va commencer avec une question classique. Une question existentielle. C'est quoi un mentor? Ça veut dire quoi un mentor? M-E-N-T-O-R. Mais d'abord, je n'aurais pas pu répondre immédiatement il y a quelques années parce que ce sont les autres qui ont dit que tu es un mentor. Et je me disais, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire? Hein, parce que c'est déjà bon signe, au fond, que soi-même, on ne se reconnaît pas comme tel. D'abord, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis, finalement, c'est quoi un mentor, ou du moins… Oui. J'entends. Je t'entends. Très bien. Un mentor, tel que maintenant je l'ai perçu parce qu'on m'attribue ce grand honneur d'être un mentor, c'est, je crois, quelqu'un qui est d'abord tourné vers l'autre. Le mentorat, c'est quelque chose qui, pour moi, se centre sur la relation, mais la relation à l'autre. Parfois, on pourrait confondre le mentor avec une sorte de gourou. Et à ce titre, je voudrais quand même partager, en tant que mentor, bien sûr, un petit texte dont le titre est « Oh !» C'est quand même fameux, les coïncidences. Le titre, c'est « Le disciple ». Le disciple, d'accord. Et quand tu t'affiches comme étant un disciple, je me dis, ça tombe bien. Écoutez bien, les amis. Le disciple très assidu d'un gourou traverse tous les jours un ruisseau pour recevoir les enseignements de son maître. Maître à penser, hein, dans la tête de quelqu'un, un gourou, c'est quelqu'un vraiment qu'il faut suivre. Un jour, il y a malheureusement de fortes pluies, mais le ruisseau se transforme en rivière. Il n'y a plus moyen pour le disciple de rejoindre son maître. Et le voici assis, la tête entre les mains, désespéré. Il est vraiment très, très, très assidu. Une idée le traverse. Une idée le traverse soudain l'esprit. Pourquoi ne pas invoquer l'aide du maître? Mais oui, pourquoi pas? Il se lève, il traverse la rivière en chantant « Gourou, gourou, gourou ». Le gourou est très impressionné. Quand le disciple repart, le gourou va jusqu'au bord de la rivière. Et il se met à chanter « Moi, moi, moi ». Il entre dans la rivière et il coule comme une pierre. Ah, mais oui, c'est ça le gourou qui en fait est centré sur lui-même. Il coule. Le mentor, s'il avait été mentor, il aurait crié « Disciple, disciple, disciple ». Et il aurait réussi à traverser la rivière parce que le mentor, fondamentalement, bonifie les autres. C'est ça, un mentor. D'accord.
on capte directement que là, on n'est pas fixé vraiment vers un objectif, mais vers la qualité d'une relation. Et je crois que ça, c'est très, très important. C'est ce que je vis moi-même sous divers titres, parce que parfois, on m'appelle coach. Beaucoup, parce qu'il y a, avec le temps, le fait d'avoir beaucoup de contacts aussi avec les jeunes de Tunisie, de Maroc, de France, de Belgique, d'Afrique noire, beaucoup m'appellent grand frère. Ce qui implique qu'ils sont mes petits frères. Donc là, on peut se rendre compte que dans cette relation grand frère-petit frère, il y a quelque chose, il y a une valeur supplémentaire qui est de l'affection, certainement, de l'un vers l'autre, et qui en même temps ne pourrait jamais exister si automatiquement, par l'établissement même de cette relation grand frère-petit frère, s'il n'y avait pas de relation de confiance. Et je crois que c'est à la base de tout. Non seulement dans cette relation grand frère-petit frère, mais fondamentalement pour le mentor ou pour le coach, la capacité fondamentale de départ est de créer un lien de confiance avec celui que l'on accompagne, la personne que l'on suit. Je crois que c'est ça, d'abord. Et justement, j'ai une question de la part de Shifer Abessi qui est en train de nous suivre là au live. Elle pose la question, c'est quoi la différence pour toi, Marc, entre un coach et un mentor? Ah, mais voilà une bonne question, parce qu'effectivement, on peut parler du mentor, du formateur d'adultes, du coach. Comment est-ce que je distingue cela? Pour moi, le coach est bien sûr dans l'accompagnement d'une personne, mais dans un but particulier. Le coach ne doit pas spécialement maîtriser l'art que doit maîtriser la personne qui l'accompagne. Le coach va au contraire accompagner la personne dans son cheminement, dans sa découverte de soi, de ses compétences ou de ses points d'effort, de telle sorte que la personne puisse atteindre son objectif. Son objectif, l'objectif du coaché. Ça, c'est pour moi le coach. Le mentor, lui, on y met une couche au-dessus. Le mentor, en plus du coach, parce que c'est quand même assez similaire, à part le fait que le mentor, lui, il est expert dans l'art que veut maîtriser le coaché, le mentoré, alors on dit plutôt. Ce qui veut dire qu'il y a non seulement un accompagnement de genre coaching parfaitement possible, mais en plus, il y a transfert de savoir-faire, de savoir-être, de compétences, de connaissances. Ça, c'est la couche en plus qui distingue le coach du mentor. Donc, si j'ai bien compris, le coach, pas forcément il est expert en la matière. Par contre, le mentor, si tu choisis un mentor pour t'aider dans un domaine particulier, il faudrait qu'il soit expert. Et lorsqu'on parle d'expert, il y a la formule des 10 000 heures de pratique de haut niveau pour dire que cette personne est experte en la matière. Donc, la personne doit être dans la connaissance totale du domaine. C'est ça. En tout cas, il est considéré comme étant en même temps conseiller, et qui dit conseiller dit expert. Mais maintenant, il ne faut pas spécialement croire que alors le mentor forcément doit être beaucoup plus âgé que le mentoré. Il existe quand même pas mal et de plus en plus d'expériences de mentorat inversé, où en réalité, c'est celui qui est plus jeune et moins expérimenté qui peut parfaitement former quelqu'un de plus âgé à quelque chose de nouveau. Par exemple, on parle beaucoup du digital. Eh bien, on pourrait dire, partir du fait que les plus jeunes ayant été formés dans les hautes écoles ou à cette technique digitale sont plus aptes, plus habiles que les plus anciens qui n'ont jamais connu ça et qui ont dû tout apprendre à l'âge adulte. Et donc là, on peut faire une inversion. Un jeune peut, comme ça, devenir le mentor de son chef ou de ses aînés. C'est aussi possible, du moment qu'il maîtrise le domaine particulier. Je tiens à saluer tout le monde qui sont en train de nous regarder. Nsaf Bey, qu'on a eu en formation de formateur, toi et moi, on la salue. Elle dit bonsoir Fares, bonsoir Marc, Houdé Atea, Mounir Frige, notre ami de la jeune chambre, aussi Nissawa Dogou. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de nous regarder, de nous suivre et ça fait plaisir. On va continuer avec une question particulière. Toi, je reviendrai tout à l'heure, est-ce que tu as choisi d'être mentor ou pas? Est-ce qu'on t'a nommé mentor
ou c'était un désir personnel. Par contre, avant d'être menteur des autres, certainement, tu as eu un mentor ou plusieurs mentors. Et là, c'est la question la plus importante de notre débat aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'une personne devrait avoir un mentor dans la vie? Eh bien, tu as parfaitement raison. Moi aussi, j'ai mes mentors, en quelque sorte. J'en ai même plusieurs en fonction, en fait, des tâches que je suis amené à accomplir. Au départ, puisque je suis aussi habituellement connu comme étant un formateur pour la Jeune Chambre et d'autres organisations, eh bien, quand j'étais un tout jeune formateur, je ne savais pas trop bien comment faire. Et quand j'ai suivi les formations de formateurs, j'ai considéré que ceux qui étaient devant moi étaient dignes d'être mes mentors. Je les admirais même, et même jeunes formateurs, en les voyant faire, j'étais tellement impressionné que je me disais jamais je n'arriverai à leur niveau. Donc, tout évolue. C'est parce que quand tu choisis quelqu'un pour être ton mentor, même à l'insu de son plein gré, oui, tu copies chez lui les bonnes pratiques, les bonnes recettes, tu prends ce qui est bon pour toi. Tu t'inspires. Tu t'inspires, en quelque sorte, oui. Et j'en ai eu plusieurs comme ça en formation de formateurs que j'ai considérés comme des gens qui m'ont apporté beaucoup de choses, mais en pratiquant ensemble. J'étais chacun leur assistant et de ce fait, j'apprenais énormément. Ils me jetaient dans le bain, ils me faisaient prendre des risques que je considérais parfois inconsidérés. C'est-à-dire que le mentor, si tu veux, lui, il a la puissance de faire sortir quelqu'un out of the box. Il peut le sortir de la zone de confort. Parce que lui, il peut ressentir les capacités du mentoré. Il peut faire plus, il peut faire mieux, et il ne s'en sortira que s'il est stressé. Le bon stress, hein, est nécessaire pour faire des efforts et pour grandir. On ne peut pas apprendre si on ne sort pas de l'inconfort, si on ne fait pas quelque chose de nouveau qui donc implique un risque. Et le rôle du mentor là-dedans est très important pour donner cette confiance rien que par le fait qu'on te donne une mission de nature plus risquée. Oui, donc c'est du challenging quelque part. Donc on est challengé par le mentor sur plusieurs dimensions et ça c'est très important pour la personne, pour la motivation. On a une question de Rim Boussafara qui est coach professionnel. Elle pose la question, pour faire du mentoring, faut-il être coach avant ou être formé en coaching? Ça peut aider évidemment, parce que les techniques qu'on apprend en coaching sont parfaitement utilisables par le mentor dans l'accompagnement. Ça donne même une puissance supplémentaire parce que le mentor, au lieu peut-être d'être trop vite pressé à faire part de ses suggestions ou faire part de ses solutions, de ses propres recettes, parce que c'est vrai que donner une recette à quelqu'un ne veut pas dire qu'il va l'adopter. Hein. C'est jamais que les recettes du mentor, en quelque sorte. Mais si tout à coup, il se dit, je ne vais pas faire comme ça, je vais plutôt pousser la personne à avancer ses propres solutions. Et là, on passe en mode coaching parce que là, tu passes par toute la cascade de la série des grandes questions ouvertes, depuis l'interrogation sur le but, les objectifs poursuivis par la personne, jusqu'à savoir comment est-ce qu'il va évaluer qu'il a bien réussi. Hein, certainement. En mode coaching, ça aide. Ça aide. Et c'est une autre question qui suit par Soumaya Harzallah. On a beaucoup de gens qui interagissent avec nous dans le live, ça fait plaisir. Quelles sont les spécialités qu'on peut trouver dans le mentoring? Donc, pour elle, probablement, il y a des spécialités dans le mentoring. Qu'est-ce que tu en penses? Mais non, tout le monde peut être mentor, quel que soit le métier. Donc, chaque spécialité de métier peut conduire à être mentor. Le mentor, c'est un titre générique, en réalité. Mais tous ceux qui maîtrisent n'importe quoi, même le fait de bien faire la pâte à crêpes, je peux être mentor. Mais on peut très bien aider quelqu'un d'autre. À partir du moment où tu es dans la relation bonifiante, comme je disais, tu peux être un bon mentor. Mais attention, n'est pas mentor qui veut. C'est d'abord une volonté personnelle, intrinsèque, qui demande certaines, on va dire, des aptitudes ou une posture qui élimine instantanément l'ego personnel.
Ça veut dire que si tu es alimenté par un ego de désir de reconnaissance puissant et que tu bouges pour ça, il y a peu de chances que tu deviennes un bon mentor, mais que tu verses plutôt vers le gourouisme, hein, devenir gourou. Un peu comme ça. Gourou, ouais. Voilà. Exercer de la manipulation, manipuler les gens, etc. Voilà. Et ça, c'est dangereux. On n'est pas dans l'éthique du coach, de l'être humain. Là, je passe à une autre partie qui me travaille, justement. Tu me tends une perche. C'est un désir personnel. C'est pas donné à tout le monde. Donc, il n'y a pas de spécialité dans le mentorat, mais il y a des qualités de la personne pour devenir mentor. Quel genre de qualité, à part le fait de maîtriser son égocentrisme? Oui. Mais en fait, le fait de maîtriser son égocentrisme, comme tu dis, conduit justement à toutes les qualités qui donnent une bonne posture, si on veut dire, au mentor. Bien sûr, la posture la plus fondamentale qui va venir à la bouche de tout le monde, c'est bien écouter. C'est fondamental, le sens de l'écoute, mais de l'écoute active, qui passe aussi par tout le jeu du questionnement du coach. Ce sont toutes des choses, des outils habituels, des outils de communication qu'on apprend dans les cours de communication de base. Tout ça revient instantanément. Comment bien écouter activement les personnes. Parce que, bien sûr, le mentor peut donner des conseils, il peut se tourner vers son mentoré pour bien écouter, mais en ayant toujours en tête, je l'écoute et je ne le juge pas. Et ça, c'est fondamentalement important. C'est le respect de ce que l'autre va raconter. Ne pas juger ce qu'il va dire. Accepter ce qu'il raconte, mais aussi en même temps observer comment l'autre répond et quels mots il utilise pour répondre. Parce que notre mentoré, celui que l'on accompagne, a son propre style. Et ce style peut influencer en fait toutes ses relations dans la vie. Donc, il y a non seulement les paroles, enfin ce qu'il raconte qui est important, mais aussi la façon dont il amène ses réponses. Et ça demande donc une écoute vraiment extrêmement ouverte, le fait de ne pas le juger et de rester malgré tout objectif avec ça. Donc, l'écoute, certainement, c'est quelque chose de très, 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 très important. Il faut aussi certainement, si on veut bien évoluer comme mentor, c'est de croire, c'est de donner du crédit, par définition, à l'autre dans ses capacités de grandir. Si on n'y croit pas, on ne peut pas être le mentor. Non, donner du crédit, être persuadé que dans toute personne, il y a une petite graine que l'on peut activer, qu'on peut faire grandir. Même le plus petit effort peut être appréciable. Hein. Dans l'appréciation positive, si quelqu'un qui a connu beaucoup de bas dans sa vie, qui croit qu'il n'est plus capable de rien, qui n'est pas compétent en rien, au moins vous pouvez commencer, si elle est devant vous, à lui dire « mais au moins tu es venu ». Au moins c'est positif. Oui. Même la plus petite chose peut aider à faire sortir la personne et à la faire grandir. L'art aussi pour un mentor, dans sa posture, c'est non seulement d'écouter, mais aussi, sur base de ce qu'il écoute, c'est de pouvoir fournir un feedback, ou la rétroaction, ou le nourrissage en retour. C'est une compétence fondamentale pour le mentor, c'est de pouvoir renvoyer en fait la balle à la personne en lui donnant du feedback qui peut être positif. Ça, c'est tout simplement faire part de compliments sur les choses qui se font bien. Chouette, c'est super ce que tu as fait. Et surtout un feedback positif qui est bien axé sur une réussite concrète que l'on peut nommer. Mais il peut aussi y avoir parfois des moments plus difficiles dans sa relation de mentorat où on se rend compte que la personne, elle avance elle-même peut-être des qualités ou des volontés, et puis vous percevez que dans les faits, lorsqu'elle affiche, dans ce qu'elle fait, vous ne percevez pas ces compétences qu'elle croit avoir. À ce moment-là, l'incompétence inconsciente, quoi. L'incompétence inconsciente, à ce moment-là, un feedback constructif. Sandwich. La méthode sandwich, par exemple, mais surtout un message que vous assumez en tant que mentor en parlant avec « je », d'après ce que tu me racontes, ou le constat, je pense, je trouve que
il y a ça et ça et ça que tu pourrais améliorer parce que je pense que ces compétences que tu avances, moi, je ne les vois pas ici. Et si tu pouvais faire quelque chose pour les avoir, par exemple, te lever tout le matin à 8 heures au lieu de midi, ce serait quand même mieux pour ton avancement. Hein. Des choses comme ça. Donc, une sorte de recadrage, quoi. À un certain moment, oui, le oui. mentor joue un petit peu le méchant ou l'avocat du diable pour dire, voilà, il faudrait que tu te redresses un petit peu. De toute façon, Oui. j'ai vécu des choses avec toi de ce genre, donc je vais y revenir. Quelques souvenirs. Tu étais sévère avec moi, mais bon. C'est ça qui est pas mal. C'est ça qui est pas mal dans la relation mentor-mentoré, surtout s'il y a une petite couche grand frère, petit frère ou tonton, petit neveu, parce que j'ai aussi des petits neveux adoptifs comme ça. C'est que le fait, on pourrait croire qu'en fait, le fait d'être lié par une amitié forte pourrait être un blocage ou un obstacle. On dit souvent, c'est vrai. Il vaut mieux que le coach ou le mentor soit quelqu'un d'autre, enfin, ne soit pas en relation avec la personne, et effectivement, ça peut aider. Mais en fait, ce que moi j'ai constaté de mon expérience, c'est que le fait d'être lié et d'être lié d'amitié, et cette amitié étant forte, cela te permet justement de donner parfois du feedback constructif, d'être un peu plus dur, d'être un peu plus carré, parce que tu sais bien que c'est justement ça qui ne va pas détruire la relation, mais la renforcer, grâce à la sincérité. Ouais, on donne un petit peu la parole aux auditeurs qui sont en train de nous suivre. Hedi Ben Alayet, qui est devenu sénateur à la Jeune Chambre aussi de Rades, c'est grâce à lui, quelque part, Hedi, que je t'ai connu parce qu'un jour, il m'en a parlé de toi. Il m'a dit à quelqu'un qu'on appelle le magicien, il est de la Jeune Chambre belge, il est venu à la Franco-Formation à Rades et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Je vais y revenir à la dernière partie de notre entretien aujourd'hui. Mais Hedi pose la question, est-ce qu'il y a des écoles de mentorat? Et je suis avec une autre question. Est-ce que c'est obligatoire de faire savoir à une personne qu'il est ton mentor ou quel est ton mentor? Y a-t-il des avantages et des inconvénients? Donc, est-ce qu'on peut avoir un mentor et on construit une relation sans que la personne de l'autre côté ne sache qu'elle est en train de vous mentorer? C'est ça les deux questions. Oui, bon, pour répondre à la deuxième, oui, parce que moi j'ai eu des mentors qui n'ont probablement jamais su. Alors, insu, quoi. Hein? Et je sais que j'ai été ou je suis le mentor de plein de gens sans que moi je le sache. D'accord. En ce sens que parfois je rencontre des personnes par les réseaux sociaux ou physiquement, des années plus tard, des personnes dont j'ai même moi-même oublié jusqu'au nom, parce que on se voit par exemple en formation, je n'ai pas une mémoire d'éléphant non plus. Et puis des personnes me disent, sais-tu Marc que tu as changé ma vie. Et ça c'est vraiment c'est interpellant en fait, hein, de savoir, de se rendre compte par ce feedback-là que oui, tu peux avoir un impact sans le savoir sur les gens, parce que ça les a fait réfléchir parfois des années plus tard. On peut semer quelque chose qui immédiatement ne va rien donner, mais que l'autre n'a pas oublié et qui, au moment opportun, va lui dire, tiens, mais je me souviens de ça, que j'ai appris ça de Marc. Je vais mettre ça en action et ça va fonctionner. Alors, des écoles de mentorat, oui, on sait bien qu'il existe plein d'instituts de coaching, hein, dont tu as fait partie d'ailleurs. Donc, ça peut donner déjà de bonnes bases. Mais je me rappelle d'avoir été impliqué dans un projet, mais plutôt d'entreprise, parce que c'est aussi tout un sujet de discussion. Il y a le mentorat ici, évidemment, de 1 à 1, de manière plutôt presque privée. Hein. Mais il y a aussi le mentorat dans les organisations, dans les entreprises, avec un objectif, on va dire, managérial, de fidéliser davantage le personnel, d'élever le niveau de compétences, de créer une culture ouverte et agréable et positive qui motive les gens, mais aussi d'assurer la relève. Parce que dans le mentorat d'entreprise, c'est souvent relié à un transfert de connaissances, un transfert d'expérience, de savoir-faire, qu'on attribue souvent aux anciens qui vont bientôt quitter, prendre leur retraite, par exemple, et pour enrichir leurs tâches, s'ils le veulent bien, on va en faire des mentors pour qu'ils puissent guider les jeunes. Aussi, pas seulement, aussi souvent, on donne des mentors ou des parrains, hein, c'est un autre mot, à ceux qui intègrent une organisation, une entreprise, pour assurer leur accueil et pour les mettre au courant et les former à toutes les choses qu'il faut savoir pour être bien intégré dans l'entreprise.
Et pour cela, donc oui, puisque moi-même j'ai été mis en action là-dessus, on peut faire appel à des formateurs qui vont faire tout un plan de formation sur le mentorat pour apprendre aux personnes appelées à devenir des mentors dans l'entreprise à prendre conscience de leur rôle, de leurs obligations et aussi des compétences qui peuvent toucher plein de domaines, notamment aussi, par exemple, on est parfois aussi formateur occasionnel dans les transferts de connaissances. C'est assez large, hein, c'est fort large de compétences. Oui. On a Sidi Mokhtar Diallo de la Guinée qui dit « Le mentorat est-il un métier ?» Moi, je pense que tu as répondu déjà, Marc, parce que tu as dit c'est plus une posture morale qu'un métier, quoi. Non, c'est pas vraiment, c'est pas un métier. On peut être oui, on peut être coach de métier, mais pas mentor. Mentor, parce que justement, le mentoré n'est pas un client, en quelque sorte. Le mentoré n'est pas un client et généralement, il ne paye pas. C'est pour ça que je voudrais répondre à Aïd, qui est aussi coach, Aïd Albert. Elle dit un mandat de mentoring, parce qu'on parle de mandat de coaching, mais elle dit un mandat de mentoring est défini à l'avance ou bien au besoin. C'est ça, donc ce n'est pas un métier, Aïd, c'est une posture plus morale, personnelle, c'est une initiative personnelle, comme le fait que ce que je vis avec Marc Detienne, parce que Marc Detienne, d'ailleurs, on va y revenir. Je ne sais même pas jusqu'à maintenant, après 10 ans, est-ce que tu m'as choisi, je t'ai choisi, on s'est choisi. Je ne sais pas. On va essayer d'expliquer un petit peu ce phénomène. Mais bon, si tu as une réponse par rapport au mandat de mentoring, s'il en existe des mandats, quoi. Non, à ma connaissance, il n'existe pas de mandat. C'est-à-dire, personne ne va devenir mentor pour se faire mandater comme mentor. On est reconnu par les autres comme tel. On peut dire la même chose des leaders. Les leaders ne se définissent pas eux-mêmes comme leaders. Ce sont ceux qui les écoutent, qui décident, celui-là, c'est notre leader. Eh bien, c'est un peu la même chose pour le mentor, qui est une forme de leader particulier. Très bien. On va revenir un petit peu à notre relation qui est particulière. On se connaît depuis 10 ans. Moi, j'ai pris l'initiative un jour, après avoir écouté mon ami Hedi, qui me dit qu'il y a un grand formateur international qu'on appelle le magicien. Donc, je me suis intéressé à ça et je t'ai ajouté sur Facebook. Et je me rappelle de notre première discussion. Déjà, c'est l'occasion de la révéler. Alors, je t'ai dit, moi, je suis Fers de la jeune chambre de Rades et je voudrais que je devienne ton fils. Et c'était un peu particulier parce que je connaissais pas le terme disciple. Donc, toi, ta réponse a dit bienvenue, mais après, il y a eu ha 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 ha. Donc, on s'est mal compris. Et après, tu m'as challengé sur un point parce que tu as dit que je peux pas mentorer n'importe qui. Je me rappelle de cette discussion. Donc, apparemment, tu as commencé à m'appâter un petit peu pour pouvoir connaître qui se cache derrière cet écran ou cette conversation Facebook. Donc, si on se rappelle un petit peu de ces moments-là, qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de me mentorer parce que c'est un choix personnel de ta part? Bien, c'est une excellente question, parce que c'est vrai que je me souviens que c'est toi qui es venu, peut-être à travers Facebook, je ne sais plus, me chercher en quelque sorte. Et donc, il a fallu un certain temps pour faire connaissance, pour créer un lien de confiance. C'est important parce qu'au fond, quand on prend la décision, tiens, celui-là, je vais effectivement l'accompagner dans le mentorat, hein, c'est fondamental aussi, parce que il appartient effectivement au mentor de choisir les mentorés. D'accord. Ça se sent, c'est presque intuitif. Est-ce que le courant va passer ou est-ce que le courant ne va pas passer? Ce qui veut dire que, un petit peu comme dans le coaching, il y a une sorte, même si... Un but de confiance. Il y a un contrat, une sorte. Un contrat, oui. Un contrat qui peut s'établir, jusqu'où je vais, quels sont mes rôles, quels sont tes rôles, qu'est-ce que j'attends de toi, qu'est-ce que tu peux attendre de moi, pour être clair là-dedans. Bon, je ne me souviens pas, on n'a pas fait de contrat entre nous, hein, ça s'est passé au feeling. Et puis, on partageait surtout un amour commun pour la formation d'adultes. Et je crois que ça a été le déclencheur. Hein, c'est que là, au moins, il y avait matière à progrès très concret sur quelque chose que je commence à maîtriser peut-être, et sur lequel je ne m'arrête jamais. En fait, je suis toujours en train de chercher de nouvelles manières de pouvoir apprendre à apprendre, surtout dans ces temps de confinement actuel où
comme nous le faisons ici maintenant, avec bonheur, on se réunit à distance. Eh bien, on applique aussi la formation à distance. Et ça, c'est un fameux défi. Ouais, si je reviens 10 ans en arrière, là, je fais un petit flashback par rapport à tes observations, parce que si je fais ma mea culpa, je pense qu'au début, il y a 10 ans ou même 12 ans, il y avait un challenge sur le plan motivation individualiste. Or, toi, tu veux m'aider à devenir formateur d'un certain niveau, de délivrer une certaine qualité de formation, et cette motivation individualiste ou un ego probablement qui est un peu surdimensionné, toi, tu as essayé d'arrondir les angles, mais c'était dur parce que au début, je ne l'acceptais pas et je ne le comprenais pas. Et je me rappelle des soirées après les missions de formation qu'on a fait ensemble, pardon, et c'était dur parce que tu jouais un rôle. Après, j'ai découvert que tu jouais un petit peu la comédie parce que tu étais en train de me tétiller par rapport à quelques points. Mais je pense que c'est dur aussi au mentoré d'accepter tout ça parce qu'on n'aime pas être critiqué même par une personne qui est sage. Oui, effectivement. Je me souviens de ces discussions homériques, mais constructives. Hein. C'est-à-dire que là, j'essaie de distiller des paroles, mais c'est au mentoré de faire ce qu'il en veut. Et parfois, certaines paroles ne percolent pas, certains conseils ne percolent pas. Et le mentoré peut très bien, dans ses actions futures, se prendre de nouvelles peines ou des baffes et se rendre compte par lui-même qu'effectivement, son attitude, sa posture ne fonctionne pas. Parce que le mentor ne peut pas tout apprendre et il y a aussi le terrain qui apprend beaucoup. Je trouve que le terrain est un excellent mentor pour beaucoup de gens, même s'il n'est pas humain. C'est vrai. Mais bon, on se casse parfois la gueule des expériences qui ne sont pas très fameuses. Mais bon, on apprend. Ce n'est pas vraiment des échecs, mais c'est de l'apprentissage. Et c'est de l'apprentissage par l'action, quelque part. J'ai Wifert de Bizerte qui dit peut-on dire qu'un mentor peut aider à fixer des buts, établir la bonne stratégie et les actions nécessaires pour les atteindre? Oui et non. Oui, parce que le mentor, il a une certaine expérience de vie. Hein. Il a une expérience de vie qui fait qu'il a probablement déjà passé aussi par ces phases, par exemple de construire un projet, de chercher des contacts, de trouver la bonne manière de faire. Et donc, par cette expertise, effectivement, il pourrait donner facilement des suggestions ou dire à l'autre comment avoir un bon objectif. Toi et moi, en tant que formateur, on a appris à expliquer comment rédiger un bon objectif spécifique, mesurable, attrayant, qui soit vraiment quelque chose de concret, rédigé de telle façon qu'on puisse voir un film se dérouler dans sa tête. C'est déjà une formation en soi. Mais en sachant cela, tu peux parfaitement aiguiller le mentoré à travailler sur son objectif à lui en posant des questions, en le remettant en question pour que petit à petit, il construise lui-même son propre objectif SMART. Hein? Tu pourrais lui expliquer comment faire et tu pourrais aussi le faire aboutir par lui-même à le faire, en mode un peu coaching. Hein, mais ça va dépendre vraiment de la situation et de l'urgence. Hein. Si tu as du temps, tu peux t'amuser à faire du coaching tout le temps, mais ça prend beaucoup plus de temps que de te dire fais un peu comme ça et applique un petit peu cette grammaire. Tu vois? Et si jamais, malgré ton expérience en tant que mentor, ta recette bien faite ne marche pas, est-ce que tu assumes la responsabilité du résultat ou tu es en posture plutôt conseiller, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave? Si ça ne marche pas, je me remets d'abord en question moi-même. Ça veut dire, tiens, probablement, n'ai-je pas posé la bonne question de la bonne façon. Peut-être que ma façon de le dire, que je croyais clair dans ma tête, mais de ne pas passer pour l'autre, parce que peut-être qu'il a trop de bruit dans sa tête, trop de pensées sombres sur son avenir, incertain, que sais-je, qui peut couper aussi la communication ou l'écoute. Ce qui veut dire que tu peux demander effectivement à l'autre aussi, toi, en tant que mentor, que l'autre te donne du feedback. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Parce que être mentor, c'est d'abord aussi être extrêmement humble. Tu peux te planter tout le temps puisque c'est du relationnel. Et donc, forcément, tu ne peux pas être sûr toi-même à 100% que ça va fonctionner ou pas, ne connaissant pas l'autre à fond au départ. Donc, oui, tu peux te planter, mais si tu ne comprends pas pourquoi,
il te reste à demander à l'autre qu'est-ce qui s'est passé, hein, où ça a coincé. Le mentor est en phase d'apprentissage constant aussi. C'est pour ça que je dis, le rôle de mentor, c'est incroyablement chouette, parce que tu apprends autant que le mentoré en réalité. Chaque occasion de suivre quelqu'un, on apprend un sur toi-même et sur deux sur la technique ou la méthode. Ça enrichit. On grandit comme ça. Très bien. Il y a une autre question qui revient sur les critères et les conditions du mentor parce que tu sais, dans le monde entier, ce n'est pas vraiment une culture très bien élaborée parce qu'il n'y a pas de structure d'organisation ou de formation à 100% dédiée pour devenir mentor. Par contre, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui a fait que… C'est vrai que les gens viennent vers toi, tu as changé notre vie, tu es magnifique, tu es extraordinaire, mais qu'est-ce qui fait à l'intérieur que tu veux être mentor ou tu as décidé un jour, c'est quoi tes drives, c'est quoi tes propres motivations à jouer et à être dans cette posture? D'abord, je répondrai simplement que je n'ai jamais voulu être mentor. On me l'a imposé. En fait, non, on ne me l'a pas imposé non plus. On me l'a fait découvrir. Tu sais, moi, je viens d'un… Enfin, dans ma jeunesse, j'étais extrêmement timide. J'ai toujours un fond de timidité en moi et ça aide. D'ailleurs, ça fait mieux réfléchir. Mais c'est par le feedback des autres, quand je prenais la parole en public, par exemple, pour introduire un conférencier, là j'avais 22 ans, j'étais un jeune étudiant, et j'étais stressé à mort devant 300 personnes, et que puis à la pause, des gens sont venus me trouver pour me dire « mais tu fais ça bien ». Ce qui veut dire que peut-être que les autres m'ont dit « tiens, c'est un bon mentor » et moi, je ne le sais pas. Mais je crois que fondamentalement, ce que l'on reconnaît en moi, c'est une certaine bienveillance naturelle. Et que je crois que la bienveillance naturelle est une posture fondamentale. Parce que forcément… L'empathie, quoi. C'est de l'empathie, mais de l'empathie aussi positive. Toujours voir en l'autre ce qui fonctionne bien. Et je sais que dans certaines cultures, et notamment, je crois aussi en Afrique du Nord et dans d'autres pays, le patriarcat qui résonne très fort dans les esprits, ou parfois dans les cellules familiales, ou dans les écoles, où le professeur, ou le père de famille exprime l'autorité. Souvent, les jeunes se trouvent plus dans une position inférieure, soumise. Et le jour où moi, Marc, je débarque avec mon moi dans ton pays et où je dis aux participants, vous savez quoi? Je vous aime beaucoup. C'est peut-être ça la source de la magie. Hein? Ouais. C'est de pouvoir dire avec le cœur ce que l'on a, ce que l'on pense des autres et de dire, moi je vis bien, je suis heureux ici avec vous et je vous aime bien. Et je me rends compte que cette parole de dire à quelqu'un ouvertement, je vous aime, est tellement rare que c'est un véritable cadeau. Le fait de pouvoir dire à quelqu'un que tu le trouves plein de qualités, qu'il est beau, qu'il est gentil, qu'il a un sourire qui irradie, des choses que probablement dans certaines cultures, personne n'a jamais entendues. Mais c'est aussi le rôle de mentor, hein, dans ce genre de compliments sincères, construits sur quelque chose que tu vois, que tu entends, mais ça aide l'autre à grandir et à se dire « Waouh, je ne savais pas ça de moi. J'ai appris quelque chose. » Et je pense que ce sont des petits cadeaux qui ne peuvent que faire monter la confiance. Et on a tellement besoin de confiance en soi pour pouvoir en donner aux autres. Certainement. Il y a une question intéressante de la part de Badr. Il dit, est-ce qu'une relation mentor-mentee doit se limiter au conseil ou ça peut être cultivé et se développer en une relation personnelle de confiance et de parrainage? Moi, je peux répondre à ta place ici parce que je le vis. Et ben, tout simplement, Badr, entre Marc et moi, c'est une relation particulière parce que c'est devenu très personnel. Je vais chez lui en Belgique, il vient chez moi. On a une relation très amicale, très familiale parce que il est devenu membre de ma famille. Donc, ce n'est plus uniquement concentré sur le métier de formateur ou d'accompagnement en conseil sur une expertise bien déterminée, mais c'est devenu un mentor pour la vie. C'est pour ça que je le consulte aussi pour des décisions de vie ou pour un changement de boulot, pour une mission particulière. Et il est toujours là à mon écoute, ça c'est très important. Je souhaite la bienvenue à Mounet, à Alim, à tout le monde qui sont en train de nous rejoindre. Il y a beaucoup d'interactions, c'est intéressant. Là, on va passer à une autre partie intéressante. On a compris ce que c'est un mentor.
Qu'est-ce qui te motive et c'est quoi les critères, les qualités qu'un mentor ou une personne qui est en train de faire du mentorat doit avoir. Petit à petit, on commence à comprendre que la génération, elle est en train de changer. On est face à une génération qui est née dans les années 2000 actuellement, qui se rend dans la vie active bientôt, avec une licence dans la main, et ça, c'est très important. Je suis en train d'observer cette génération qui est très créative, qui est très digitale, très connectée, mais elle a un challenge, cette génération, c'est que la capacité d'écoute est devenue moindre. Comment on peut donner le goût du mentorat à cette nouvelle génération qui est plus concentrée sur l'apprentissage digital, parce qu'il y a Google maintenant, donc peut-être on n'a plus besoin de mentor. Nous allons inventer les e-mentors, le mentor à distance en quelque sorte, pour essayer peut-être de correspondre justement à ces nouvelles technologies. C'est vrai que dans mon entourage, il y a aussi pas mal de jeunes qui sont plus le nez sur leur smartphone que le nez vers les personnes qui les entourent. Ça m'a frappé un jour, c'était au Maroc, je pense, à Agadir, et j'avais animé là une formation pour initier des étudiants aux techniques de débat. Et une des motions que l'on défendait, ou qu'ils étaient appelés à défendre ou à repousser, c'était « les réseaux sociaux tuent la relation ». Et on a parlé de ça, et puis à un moment donné, vient la pause lunch, on va dans un petit restaurant manger des pizzas, des choses comme ça, et puis je vois 4 jeunes, 4 garçons qui étaient autour d'une même table, qui ne se parlaient pas et qui surfaient sur leur smartphone. Alors moi, ça m'a un petit peu choqué, parce que je me disais, c'est tellement une occasion en or pour faire connaissance avec d'autres étudiants d'autres hautes écoles. Et donc, je me suis approché près de la table, et j'ai simplement susurré: les réseaux sociaux tuent la relation. Du coup, j'ai vu leur tête se relever, un peu honteux. Ils avaient le droit d'être honteux. Ils ont refermé le smartphone, ils se sont regardés et ils se sont dit: comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu étudies? Donc, oui, une solution, c'est de secouer. C'est de faire prendre conscience que le monde ne s'arrête pas à l'écran de son ordinateur ou de son smartphone, que la richesse est beaucoup plus proche qu'on ne pense. Ouais. Notamment dans le cercle familial, si on a l'habitude de prendre des repas en famille, quoi de plus horrible que de voir les jeunes, au lieu de discuter en famille, avaler leur plat tout en regardant leur smartphone. Ouais, ça me rappelle… important. Ouais, ça me rappelle un article qui est choquant de la part de Tahar Benjalloun, qui est un grand écrivain marocain qui vit en France. Il a dit à un certain moment, je me suis retrouvé à déjeuner avec les smartphones de mes enfants. Donc tout le monde est connecté sur les smartphones, ils sont en train de déjeuner, donc les relations sociales sont quelque part effacées par les médias sociaux, quoique les médias sociaux nous permettent de faire cet entretien. Actuellement est diffusé en live sur Facebook, donc il y a toujours des inconvénients et des avantages de toutes choses. Oui, Elim, elle dit, et l'empathie aussi, donc secouer et aussi exercer de l'empathie, mais là, je pense que Marc, il est plus dans secouer avec empathie, avec bienveillance, parce que je connais déjà son style et sa façon de faire. Je me rappelle d'un moment particulier, je suis venu en Belgique pour animer une formation et c'était pour la jeune chambre de Heart of Europe. Et c'est toi qui m'as conduit à cette formation. On est parti chez Guillaume de Guélink, oui, que je salue, chez lui à la maison. J'ai animé la formation. Et puisqu'on rentrait à Nivelles, c'était la nuit, quoi. C'était marrant parce que c'est un moment particulier. Je pense que c'est l'un des moments magiques de notre relation de mentorat. Il faut le dire, et je le dis en public ici, que Marc Detienne n'a jamais dit un bon mot de moi, déjà devant moi. D'accord, pour être clair. Mais bon, peut-être il dit des choses extraordinaires à l'extérieur, mais avec moi, il n'y a pas eu vraiment de compliments intéressants. Je n'arrivais pas à comprendre ça pendant 5 ans déjà de relation à cette époque-là. Et en rentrant, en fait, tu étais silencieux parce que tu conduisais. Moi, je te regardais, donc à chaque fois, je me tournais vers toi et il va dire quelque chose, il va dire que c'était bien la formation, etc. Et tu n'as pas réagi.
Alors, je t'ai posé la question directement. Je t'ai dit, écoute, Marc, comment c'était la formation à laquelle tu as assisté chez la jeune chambre de Heart of Europe? Et là, il y a eu un silence, un très très long silence qui m'a secoué parce que je me posais des questions. Est-ce qu'il est en train de réfléchir? Est-ce que ça s'est mal passé? Je savais pas. C'est que ça sera quoi ta réponse? Là, j'en parle parce que c'est trop émotionnel pour moi. Et après, tu as dit une seule phrase qui m'a secoué. D'ailleurs, je te pose la question en direct devant tout le monde ici. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce moment-là pour le dire? Tu as dit, je pense que la relève a été assurée. Mais c'était après 5 ans et après des dizaines de jours de travail ensemble. Il faut pouvoir parfois laisser des petits effets comme ça dans ce genre de choses, parce que pour pouvoir dire une phrase pareille, ça ne peut pas sortir comme ça. Il faut que ce soit le résultat d'une longue maturation, de pouvoir reconnaître les qualités qu'il faut en quelqu'un et se dire, ça y est, maintenant je peux lâcher la bride, le laisser libre. D'ailleurs, ce que tu as fait avec beaucoup de bonheur. Et c'est ça. Bien choisir ces mots. Je me souviens ici, je suis en train de suivre, parce que je fais aussi un petit peu de coaching de carrière. Et je suis ici un jeune qui lui-même a voyagé à travers quasiment tous les pays du monde, qui s'est fait de lui-même énormément d'expériences de vie relationnelle, de vie humaine à travers des dizaines de cultures différentes, et qui songe d'ailleurs, à travers toute la sagesse qu'il a apprise comme ça dans ses contacts, et il y a toutes les fausses croyances qu'il a pu démonter. Il voudrait lui aussi, effectivement, aborder aussi le coaching ou devenir un mentor, parce qu'il a eu aussi lui-même beaucoup de baffes. Il est en train d'écrire un livre sur ses aventures, sur ses voyages et ce qu'il en a retenu. Et lui-même a traversé des moments pénibles, mais sur un autre plan, sur un plan sentimental. Le plan amoureux, au fond, hein, avec pas mal de déboires qui lui remettaient en question. Et il est tombé sur un mentor. C'est pas moi, hein, un autre. Peut-être que cet autre ne sait même pas qu'il est son mentor. Qu'il parlait du résultat catastrophique de sa relation sentimentale amoureuse, la seule réponse de l'autre, c'était de dire « c'est ta faute ». C'est ta faute. Et puis après, il disait « bon, maintenant, on va prendre une petite bière ou on va boire un petit tasse de thé ensemble. » Ouais. En fait, seul, avec cette réponse « c'est ta faute ». Et il a fallu finalement des mois et des mois d'apprentissage et de réflexion interne pour qu'il comprenne pourquoi il lui disait ça et que oui, c'était tout à fait vrai. Mais je crois aussi que si la jeune fille avait rencontré le même mentor, il lui aurait dit la même chose. C'est ta faute. Et ça, c'est une grande leçon, en fait. C'est que le mentor peut pousser à ça. Les solutions sont beaucoup plus dans les têtes des gens, dans la tête du mentoré que dans la tête du mentor. Très bien. C'est magique, hein? Oui. Alors, Habiba Benguiza pose la question, quelle est la différence entre leadership et mentoring ou vice-versa? Alors oui, bon, je dis toujours que le mentor ou le formateur sont des leaders très spéciaux dans un temps déterminé. Juste le temps de la formation, le temps du mentorat, et seulement au moment où ça se produit. Donc, c'est très limité dans le temps. Et dans le temps, oui. Et de nouveau, le mentor ne sera mentor que s'il est reconnu comme tel par celui qui l'accompagne. Dans le leadership, là, c'est un petit peu aussi comme un type de mentor, sauf qu'il est reconnu plus dans la durée par les gens qu'il mène vers l'objectif commun. Donc, il y a des points communs, mais je crois que la différence est plutôt dans la durée, mais aussi dans la fonction. On parlera plus ou davantage de leadership dans des gens qui vont mener, conduire des projets ou guider une entreprise ou une organisation. Et souvent, ce n'est pas toujours le patron qui est le leader, comme on le sait. Certainement. Et là, c'est au cœur du mentorat parce que Badr Ben Yahya a dit « Passez mon salut à Marc, c'est aussi mon mentor. Il a fortement impacté ma trajectoire dans la vie. Il offre du soleil en pleine nuit. » Je pense que
Lorsqu'on dit d'une personne ce genre de truc, on t'appelle le magicien, tu offres du soleil en pleine nuit, etc. C'est vraiment ça la posture du mentor, ou probablement c'est ça la récompense du mentor après avoir fourni de l'effort pour l'écoute, pour l'accompagnement et pour épauler la personne. D'abord, je salue Bader, qui est quand même un petit frère extraordinaire, et il le sait. Et maintenant, il doit bien rire en entendant ça. C'est vrai que, oui, moi, je ne me suis jamais donné le titre de le magicien. Hein. Par contre, ce que je dis souvent au début de séminaire, de formation, c'est, je pose la question plutôt, avez-vous envie de créer la magie? C'est une façon de faire. Il est impossible de répondre non à ça. Tu ne peux que répondre. Ça fait rêver. C'est-à-dire que tu suscites l'adhésion. Parce que c'est impossible de créer la magie tout seul. Bien sûr, la posture, les qualités que tu peux avoir, qui peut être assimilée à une sorte de charisme, le fait que tu utilises bien ta voix. La batterie, toute la panoplie de qualités qui forment une voix bien chantante, avec de l'intonation, de l'émotion appropriée au bon moment, ça aide. Et c'est quelque chose que tu construis au fur et à mesure, parfois sans te rendre compte, ou qui t'est reconnu par les autres. Et donc, je crois que ce soleil dans la nuit, qui est pour moi un compliment extraordinaire, que je partage et que avec plusieurs personnes, et avec lui en particulier, c'est pas recherché, mais je l'accepte en fait avec bonheur, parce que il faut pas oublier non plus que les mentors sont aussi des êtres humains avec leur vice. Défaut, et que fait de recevoir comme ça des petits mots récompenses, mais ça te booste et ça te donne envie de continuer et de poursuivre. On a tous besoin de ça, en tant qu'être humain, je crois, d'être nourri positivement par des petits messages qui peuvent te sortir ou empêcher que tu tombes dans la dépression pour d'autres problèmes ou quoi. Donc, ça te maintient parce que tu sais que d'autres pensent à toi, parce que toi, tu penses à eux. Et donc, c'est une énergie difficilement tangible, mais que tu sens flotter et qui fait que tu te sens bien. Oui. Il y a des réactions. Il y a Benoît Verlinden, si j'ai bien prononcé son nom de famille. Il a dit il avait raison, c'était de ma faute. Dans mon cas, oui, même s'il m'a fallu plusieurs années avant de comprendre, mais s'il m'avait donné la leçon au lieu de me l'induire, je ne l'aurais pas comprise de la même façon. Ouais. Makram Nevzi dit Marc de Tienne, vraiment, vous êtes un magicien. Et Salem Layeshi dit le fait de secouer à travers une telle réponse, est-ce dans le but de provoquer une prise de conscience? Je pense que oui. Oui. C'est ça. Hein, on peut y aller à la grosse cuillère ou au dos de la petite cuillère. Hein. Mais là, c'est important de secouer de temps en temps, parce que c'est vrai que ce que tu appelles la provocation est une des compétences de mentor et de coach. Hein. À un moment donné, que tu vois que ça ne bouge plus, que ça n'avance plus, à un moment donné, oui, il faut pouvoir susciter cette provocation pour remettre l'autre en question, le faire réfléchir. Qu'est-ce qui fait que tu réagis comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu viens de prononcer ces mots-là? C'est remettre vraiment en question. Et le mot coaching est important pour ça. Le temps passe très vite. Je te pose une autre question. Comment on choisit notre mentor? Parce qu'on a compris qu'il faudrait avoir un mentor pour peut-être avoir des raccourcis dans la vie, avoir des conseils, pour être accompagné, pour ne pas se sentir seul, etc., profiter de l'expérience. Mais comment choisir son mentor et comment peut-on convaincre des gens à nous mentorer? Alors, puisque le mentor, on l'a dit tout à l'heure, est quelqu'un qui a une certaine expertise dans un domaine particulier, eh bien, il faut d'abord s'interroger à qui est expert dans mon domaine, dans mon métier, dans ma façon de faire, que ce soit la couture, la cuisine, la façon de monter un mur, quelque chose de très concret ou de quelque chose de plus philosophique, qui existe et que je considère comme de bonnes personnes avec un grand savoir sur cette planète. Alors, le fait de se poser cette question-là fait qu'automatiquement, il n'y a rien à faire, tu ne peux pas rester vissé dans ton fauteuil. Il faut sortir. Alors, tu peux sortir de chez toi physiquement et voyager
et aller suivre des congrès, des formations, essayer de rencontrer les gens. Mais aujourd'hui, on peut aussi sortir virtuellement grâce à cette merveilleuse technologie qui est devant nous. Ça veut dire que tu peux, et pour ça, ça demande aussi le fait d'oser demander un soutien, de l'aide. Ça fait partie un petit peu de ces compétences qu'on développe notamment dans le réseau relationnel. Il n'y a rien à faire, il faut oser pouvoir demander. En se rendant bien compte que oser demander à quelqu'un, même si c'est un risque ou un défi que tu ressens en toi, n'est jamais qu'un cadeau pour l'autre. Parce que le fait de reconnaître quelqu'un comme quelqu'un qui peut te donner de bons conseils ou te suivre, c'est le reconnaître, c'est lui donner une sorte de pouvoir, mais qu'il élève. Personne ne va jamais dire non. Voilà. C'est un peu la même chose quand tu suis, par exemple, une conférence dans un grand auditoire, et puis vient le moment des questions-réponses, et personne ne pose de questions, ce qui fait que le président a toujours une batterie de questions, fort heureusement, parce que chacun a l'impression que s'il pose la question, il pourrait être pris pour un idiot. En réalité, quand tu as une question que tu penses idiote dans ta tête, cela veut bien dire que tous les autres, en grande majorité, l'ont aussi dans leur tête et que tu leur rendras un grand service en posant cette question ouvertement. Mais donc ça, c'est une première chose. Oser s'adresser à la personne. Mais aussi, si tu considères que ce conférencier pourrait être un excellent mentor, alors à la première pause qui s'offre, il faut aller près de lui et le chercher, notamment dans ces grands événements. Parce que dans ces grands événements, toutes ces personnalités, ces conférenciers qui sont invités, elles sont bien soignées jusqu'au moment où elles prennent la parole, et puis du moment que c'est fini, hop, elles sont vite oubliées et elles sont seules. Et donc, pour les sortir de ces solitudes, rendons leur service en allant leur demander leur carte de visite et en leur disant tout le bien qu'on pense d'elles et de leur demander « Tu veux bien être mon mentor ?» Eh oui. Vafremin dit salut Marc, salut Fares. Autrefois, les auteurs étaient mes seuls mentors. Les biographies. Est-il possible que les youtubeurs, voilà la génération digitale, est-il possible que les youtubeurs, les créateurs de contenu soient les mentors de notre temps, ce qu'on appelle le cyber mentor ou le cyber mentor? Je crois que moi, je devrais beaucoup apprendre alors cyber mentor. Parce que ça demande d'autres compétences, un peu plus tournées vers la comédie peut-être ou le théâtre. Mais je crois que la solution n'est pas dans l'exagération de toute façon. Si tu en fais de trop, tu risques très vite de monter en flèche et de retomber aussi vite. C'est ça qu'on attend d'un mentor qui s'inscrit dans la durée, dans le raisonnable quand même. Je ne sais pas si on pourrait avoir des cybermentors qui pourraient trop vite peut-être tourner vers le fait de devenir plutôt des gourous qu'autre chose. Si quelqu'un, parce que oui, beaucoup de youtubeurs ont aussi un fameux ego parce qu'il faut en avoir pour faire ce qu'ils font, mais alors sont-ils vraiment tournés vers l'autre ou vers leur portefeuille? Je me pose la question. Oui, peut-être c'est une question à poser. Imen Benamor, qui est formatrice, elle pose la question quelles sont les limites du mentoring si ça existe? Oui, il existe des limites au mentoring, tout comme il existe des limites au coaching. En fait, et même je dis que les limites sont fort étroites. Et on voit ça aussi, et tu l'as vu quand tu as fait ta formation de coach, une des premières choses que l'on dit, c'est dans quelles limites je peux évoluer comme coach, en sachant que si je déborde à gauche ou à droite, je tombe dans le psy. Ouais. Et c'est ça. C'est vraiment un petit fil entre les deux. Voilà, c'est un petit filet entre les deux parce que clairement, il faut pouvoir l'accepter et se le dire et se le marteler dans sa tête. Nous ne sommes pas des thérapeutes. Même si l'autre pourrait le croire. Non, nous ne sommes pas des thérapeutes. À un moment donné, tu seras alors confronté directement, assez rapidement, à un manque de compétences personnelles où tu vas sortir ça. Mais ça, ce n'est plus dans mon rayon. Je n'ai pas le droit de lui répondre à sa question. Pour lui dire, pour ça, ça sort de mon champ de compétences et tu devrais consulter quelqu'un d'autre. Ça demande pas mal d'honnêteté aussi, mais c'est vrai que notre champ d'action est assez limité. Mais il faut pouvoir le reconnaître. Oui.
C'est avec grand honneur que je souhaite la bienvenue à notre président mondial de la Jeune Chambre en 86, Mohamed Mansour Barouni, qui nous rejoint. Et c'est un grand mentor aussi, lui, pour le monde entier. C'est une personne très inspirante. D'ailleurs, il est baptisé et on l'appelle le parent déjà dans le monde de la Jeune Chambre internationale parce que c'est une grande personnalité. Merci d'être là. Merci à Sané aussi, à tout le monde qui ont posé des questions. On va clôturer notre entretien. Marc, je m'en lasse pas de toi. Tu es toujours mon mentor, je t'assure. Voilà, je t'adore déjà et merci infiniment pour ce partage. On va clôturer avec une petite histoire, si tu le veux bien, une histoire inspirante, parce que tu sais, on est au mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, c'est particulier cette année-là avec le confinement. D'habitude, on est rassemblés en famille. Là, c'est des moments un peu spéciaux. Par contre, on a beaucoup d'habitudes ici en Tunisie, surtout au Maghreb. On aime beaucoup les contes et on a des conteurs aussi en Tunisie. Et toi, tu es un conteur expérimenté. Tu nous as raconté une histoire qui est le disciple en relation avec la thématique. Si tu veux bien clôturer avec une petite histoire inspirante, un petit message pour toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais instantanément, quand tu me poses cette question, je me souviens de cette histoire que j'utilise dans la formation de formateurs, avec le vieux mentor et le jeune apprenti formateur, en quelque sorte. Ouais. Et je me souviens dans cette histoire, que je ne peux pas développer ici parce qu'elle est trop longue, mais quand même, le jeune, il a envie de découvrir les secrets de la vie et il s'adresse donc à ce vieux mentor qui a une grande expérience de vie et il lui dit, mais comment est-ce que je dois faire? Indique-moi le chemin. Et le vieux mentor lui dit, écoute, je sais bien que de toute façon, mes paroles s'évanouiront aussi vite que les traces de tes pas dans le sable. Mais suis ce chemin et tu découvriras devant toi successivement 3 portes. Et tu regarderas bien ce qui est écrit au fronton, au sommet de chacune de ces portes, et tu en suivras le précepte, c'est très important. Et puis le mentor, eh bien, il se dit qu'il a fini son job et hop, il disparaît. Et voilà notre jeune qui s'en va sur le chemin de la vie et qui voit une première porte et qui lui dit « Mais change le monde ». Et puis, il fera un long combat qui l'épuise. Et puis, il rencontrera le mentor qui se contentera toujours d'une seule et même question dans tout son parcours. Qu'as-tu appris sur le chemin de la vie? C'est une question essentielle dans le suivi des jeunes. Et ainsi de suite, notre jeune, il va découvrir une deuxième porte où l'intimera de changer les autres. Et puis, après de durs combats, il se rend compte que c'est vraiment pas simple. Et puis, il en trouvera encore une sur laquelle il est écrit « Change-toi toi-même ». Et c'est un combat sans fin et qui ne le satisfait pas non plus. Et puis, quand il rencontre son mentor en disant « Je suis fatigué de me battre contre tous et contre moi-même, quand est-ce que ça finira ?» Et l'autre lui dit « En fait, retourne-toi et suis un peu le chemin inverse. » Il se retourne et il se rend compte que sur la dernière porte qu'il vient de franchir, il est écrit « Accepte-toi toi-même ». Et sur la suivante, « Accepte les autres ». Et sur la dernière, « Accepte le monde ». Et chaque fois qu'il franchit ces portes et qu'il se met dans cette attitude, dans cette posture d'acceptation, il se rend compte que tout ce contre quoi il s'est battu n'avait plus aucune importance, que tout ce qu'il voyait, les mêmes personnes, les mêmes situations, le même monde, était tout à coup devenu beaucoup plus beau, parce que son regard avait changé. Et c'est surtout ça, c'est changer notre regard sur l'autre. Et ça, je crois que c'est aussi une compétence du mentor. Merci beaucoup, Marc. Merci d'être mon mentor. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi parce que tu m'as beaucoup aidé. Tu m'as accompagné énormément dans plusieurs étapes de ma vie professionnelle et ça continue toujours cette aventure d'amitié, de mentorat, de relations disciple et mentor. Et on se pose toujours la question existentielle aussi. Quand est-ce que le disciple dépassera le mentor? Apparemment,
On est loin de ça, mais j'apprends, j'essaie de faire de l'effort. Merci à tous, merci à Arim qui dit quelle personne inspirante Marc Detienne. De tout ce beau monde, c'est des coachs, c'est des formateurs, c'est des gens qui nous suivent ici sur Facebook. Merci Mounir, merci Imen, merci Chifé. Je découvre que Marc Detienne, c'est un bon conteur, un très bon retour d'expérience. Pourquoi tu n'écris pas de livre, elle te dit Chifé à Bessie, sur le mentorat, retour d'expérience sur le mentorat, on peut apprendre ça. Je pense que Chifé là lit dans nos pensées. J'espère que ça va aboutir bientôt. Alim dit attitude d'acceptation positive. Mounira, merci beaucoup. Merci Sausen, Omaima, tout le monde qui nous regarde ici. Cette vidéo sera uploadée sur ma chaîne YouTube Feres Ben Souila. Donc, elle sera disponible en Full HD pour la revoir. Elle sera toujours sur Facebook. Je profite aussi pour inviter tout le monde parce que la série des interviews continue. Hier, j'ai reçu la présidente mondiale 2013 de la Jeune Chambre. On a parlé du leadership féminin, Chiara Milani de l'Italie. J'ai reçu Lars Haslund, qui était président mondial de la Jeune Chambre et head coach de l'Académie de leadership du Japon. J'ai reçu aussi Roland Kuiman, notre ami du Cameroun, président mondial 2010. On a parlé de leader d'impact. Aujourd'hui, on a parlé de mentorat. Dimanche, il y aura une autre surprise. Lundi, Scott Greenlee. On parle de The New Normal, le président mondial 2007. Il y aura d'autres personnalités comme Philippe Carrera du Portugal. On parle du networking. Il y aura Catherine Brequignac de la France. Vous allez trouver sur mon profil Facebook tout l'agenda de la semaine parce que les aventures et les interviews continuent. Je te laisse le dernier mot, Marc, et je te souhaite une bonne soirée et j'espère qu'on va se revoir après le confinement. Mais un grand merci pour cette soirée qui était très inspirante pour moi aussi. Tant mieux si nous avons pu inspirer ce charmant public dont sûrement je connais pas mal de monde et que je salue encore. À tous mes très chouettes d'ailleurs amis là-bas, passer un très très bon Ramadan, hein, même si la période de confinement n'est pas toujours simple, mais au moins nous avons apporté quelque chose ce soir d'un peu spécial qui va nous faire penser différemment. Merci beaucoup, bonne soirée Marc j'espère te voir bientôt. Merci pour le partage, merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end à tous. On se revoit sur Facebook bientôt et je vous revois demain en air sur Shams FM. Halakil, bye bye.